Bonjour, merci de nous retrouver pour cette émission Ouest France Terre 2018, organisée en direct du Salon de l'Agriculture avec le Siècle Vert. Alors, 68% des Français font confiance aux agriculteurs, c'est ce qui ressort d'un sondage publié dans Dimanche Presse France avec l'IFOP. Quand on regarde en même temps l'alimentation, on voit qu'il y a un doute qui s'installe. Le repas à la française a été classé au patrimoine immatériel de l'humanité. Et en même temps, il y a beaucoup de controverses, des titres chocs. Le dernier exemple en date avec cette étude publiée dans le British Medical Journal qui dit que avec les aliments ultra transformés, il y aurait 10% de plus de chances d'avoir un cancer. Alors, pour en parler, Guillaume Garot, vous Bonjour. êtes fils d'agriculteur, vous êtes également président du CNA, Conseil national de l'alimentation, dont on dit qu'il est le Parlement de l'alimentation. Et puis Nicolas Ouziel, bonjour. Vous êtes directeur du développement de Fleury-Michon. Fleury-Michon, un industriel vendéen, coté en bourse, qui a fait du mieux manger le fil conducteur aujourd'hui de son travail. Donc vous allez nous expliquer ce que vous faites aussi plus concrètement. Alors Guillaume Garot, il y a eu ces fameux états généraux de l'alimentation dont tout le monde loue le travail collectif. Est-ce qu'à l'issue de ces états généraux de l'alimentation, effectivement, la France a franchi une étape supplémentaire pour à la fois mieux préserver, mieux accompagner les agriculteurs, et est-ce qu'on fait un pas supplémentaire aussi pour mieux manger? Alors vous avez raison de dire que les états généraux de l'alimentation ont été un moment très important, d'abord d'une prise de conscience collective, qu'il fallait rassembler différents acteurs pour produire ensemble des propositions pour une meilleure alimentation, pour dire les choses simplement. On a eu également, au moment de ces états généraux, un discours important, celui du président de la République. C'était à Rungis en octobre dernier, qui a déployé une vraie direction pour l'alimentation et pour l'agriculture, parlant même d'une transition agricole. Très bien, tout ça va dans le bon sens. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? C'est ça le sujet. Parce que ce n'est pas le tout de se réunir, ce n'est pas le tout d'échanger, ce n'est pas le tout de débattre et proposer. Il faut que ça se traduise concrètement ensuite dans le réel, dans le marbre. Et moi je dis ma déception par rapport au texte qui nous est proposé pour la loi agriculture et alimentation, parce qu'elle reprend en effet des aspects des états généraux, mais force est de constater qu'elle en oublie d'autres, en particulier sur l'alimentation. Parce qu'il y a un titre dans cette loi qui s'appelle une alimentation saine et durable. Très bien, on ne peut pas être contre, au contraire, on est même tous pour. Simplement, ça ne se traduit pas dans la loi par des engagements qui seraient de nature, justement, comme vous le dites, à marquer une étape nouvelle pour faire de la France ce qu'elle a toujours été, la France de l'excellence alimentaire. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il faudra enrichir le projet de loi sur l'éducation à l'alimentation, par exemple, sur la formation des professionnels, sur la qualité nutritionnelle aussi des produits. Tout ce qui doit répondre, c'était votre lancement, à cette crise de confiance qu'il y a aujourd'hui trop souvent vis-à-vis de notre assiette. Nicolas Ouziel, vous partagez ces regrets par rapport au projet de loi tel qu'il se dessine aujourd'hui? Alors, je partage effectivement que le législateur, pour l'instant, n'envisage pas de pousser le curseur sur les filières de qualité, notamment. Maintenant, je pense qu'on ne peut pas uniquement se reposer sur le législateur. Je pense que le privé doit faire aussi des efforts. C'est ce qu'on s'engage à faire avec Fleury-Michon. On a commencé à développer depuis 1973 des filières de qualité avec le label rouge. On a lancé une filière sans antibiotiques en 2015. Et on est engagé aujourd'hui dans le combat pour développer notamment la filière porcine bio. Voilà, et c'est ça qui va nous permettre, je pense, de répondre aussi aux attentes du consommateur. Parce que la défiance est là, la déconsommation de viande est là. Mais il y a aussi d'autres problématiques dans la filière. Il y a la valeur qui n'est pas bien répartie, etc., etc. Le seul moyen de s'en sortir, c'est par le haut, c'est par les filières de qualité. On compte sur les législateurs, on compte aussi sur les initiatives privées. Et Fleury-Michon se veut à la tête de ça. Alors, vous évoquez la question du porc bio. Aujourd'hui, l'essentiel du porc bio consommé en France est importé. Vous-même, vous importez notamment, je crois, du Danemark. Tout à fait. Est-ce qu'il n'y aurait pas une filière aussi à développer en France? Alors, tout à fait. Aujourd'hui, le bio en France, c'est 1% de la production. On est engagé, nous, en projet, d'avoir 20% de notre business qui sont en bio dans 5 ans.
Ça veut dire qu'il va falloir qu'on développe une filière. Donc, on a, nous, créé avec un partenaire, Valaigrain, une entreprise, Valaigrain Développement, dont l'objet va être de pousser à la création d'une filière bio, mais sur l'ensemble de la chaîne. Et nous, notre rôle de transformateur, c'est d'assurer l'écoulement de ces produits, mais il faut aussi aider les agriculteurs pour la conversion, etc. Mais c'est un vrai sujet, le bio, et c'est un gros sujet bien compliqué quand même sur la filière porcine. Est-ce que les éleveurs vous suivent pour cette initiative? Alors, je pense qu'ils sont prêts à suivre. Après, ils ont besoin de garanties aussi. Nous, on peut leur amener sur l'écoulement du produit. Maintenant, le coût de la conversion, les engagements de l'État sont des choses qu'ils attendent et qu'ils attendent notamment des États généraux. Guillaume Garot, est-ce que finalement la montée en gamme dont parle le président de la République, ce n'est pas effectivement une occasion à saisir dans un pays qui a une diversité de territoires qui ne sont peut-être pas toujours bien valorisés? Mais tout à fait. C'était d'ailleurs la valeur ajoutée de ces États généraux. On sentait qu'il y avait une direction, je l'ai dit, qui avait été indiquée par le président de la République pour monter en gamme. C'est votre expression, c'était d'abord la sienne. Disons les choses franchement, il n'y a pas que le bio comme curseur de la montée en gamme. C'est l'ensemble des productions françaises, même si on a fait énormément d'efforts, et les producteurs, les premiers bien évidemment, ont fait énormément d'efforts depuis des années pour se mettre au niveau de l'attente des consommateurs, sur la qualité des produits, les modes de production, les modes de transformation. Tout ça, vraiment, ça a été une vraie avancée. Aujourd'hui, il faut que ça suive du point de vue de l'encadrement réglementaire et législatif. Parce que ça a été très bien dit à l'instant, après les États généraux, on voit que les acteurs économiques, ils sont prêts à s'engager. Et il y a d'ailleurs des plans de filière très intéressants qui ont été énoncés dernièrement. Mais il faut que dans la loi, tout ça trouve une traduction. Et moi, le constat que je fais aujourd'hui, hélas, c'est que autant sur la partie économique, on reprend peu ou prou ce qui avait été dit dans les États généraux, autant sur la partie alimentation proprement dite, là, on est vraiment en deçà de ce qui étaient les propositions et d'une façon générale, l'attente exprimée au moment des États généraux. Est-ce qu'il n'y a pas un travail aussi à faire dans les lycées agricoles? Parce que le monde agricole a longtemps vécu avec cette question des records de production, des quintaux de blé. Mais est-ce que finalement, la première question pour l'agriculteur, ce n'est pas d'abord celle de sa relation avec le consommateur? Alors vous avez raison de parler de la formation. Mais on pourrait affiner encore, parler bien sûr de la formation initiale, de tous ceux qui vont s'engager dans le métier agricoles, et ils sont nombreux, il faut qu'ils soient davantage nombreux demain d'ailleurs dans les lycées agricoles, mais il faut aussi qu'on parle, et moi j'aimerais bien que la loi en parle également, la formation continue de nos agriculteurs et de façon générale de nos transformateurs de l'alimentation, tous ceux qui touchent aujourd'hui à l'alimentation en France. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une volonté politique très forte et il faut qu'il y ait des moyens en face. Parce que je vais vous dire, dans mon département, la Mayenne, moi, les agriculteurs et les jeunes en particulier me disent « mais nous, on est prêts à nous former, on est prêts à nous engager dans la transition agricole, on est prêts à répondre à la demande du consommateur. Pour ça, il faut qu'on se forme. Encore faut-il que lorsqu'on va nous former, on puisse être remplacé dans notre exploitation. Ben c'est là-dessus qu'il faut qu'on mette des moyens. C'est concret, ça c'est très matériel, mais aujourd'hui, je ne vois pas dans le projet de loi ce qui peut s'apparenter à cette volonté d'accompagner le plus loin possible les agriculteurs et plus généralement tous les acteurs de l'alimentation dans cet effort considérable et nécessaire de formation. Nicolas Ouziel, il y a de multiples études qui sortent autour de l'alimentation. Donc la plus récente qui pose la question des produits ultra transformés dans notre assiette. Comment est-ce que vous, en tant qu'industriel, vous suivez ces études-là? Comment est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous avez un lien, par exemple, avec le Conseil national de l'alimentation, avec le CNA? Alors, on suit de très près toutes ces études, bien entendu, parce que ce qui doit faire la base de notre métier, c'est les attentes du consommateur. Aujourd'hui, le consommateur sur l'alimentation, il va vers de la naturalité toujours plus. Moins de produits transformés, moins de conservateurs, etc., etc. Donc c'est pour ça que nous, dans notre projet qui est le Manger Mieux, on veut diminuer énormément le nombre de conservateurs et être de plus en plus proche du produit brut. On a aujourd'hui dans nos plats cuisinés, certains plats, c'est un légume, une protéine, parfois même pas de sauce. Le plus simple possible parce que c'est ce que veulent les consommateurs. Et si nous,
on se déconnecte du consommateur, tout comme si les agriculteurs se déconnectent du consommateur, alors je pense qu'on va continuer à mystifier négativement l'industrie, et ce n'est pas ce qu'ils veulent. Et juste pour conclure sur ce sujet, on a été signataire du Nutri-Score, on a été les premiers signataires du Nutri-Score parce que... Expliquez-nous ce que c'est que Nutri-Score. Alors le Nutri-Score, c'est une notation qui indique au consommateur les qualités, on va dire, nutritionnelles du produit qu'il achète. Ce n'est pas un système qui est parfait. Mais nous, si on a choisi de le signer, c'est parce qu'on veut que le consommateur puisse choisir en conscience dans un rayon. Et qu'il puisse choisir s'il veut un produit qui est A pour les, on va dire, les meilleures notations jusqu'à E. Et on pense, chez Fleury Michon, que pour démystifier l'industrie, il faut qu'on donne de la transparence, qu'on invite le consommateur à venir vérifier comment est-ce qu'on fabrique nos produits, qu'est-ce qu'il y a dedans, en toute transparence, avec le moins de conservateurs possible, le plus de produits nobles et bruts à l'intérieur. Parce que le consommateur a parfois l'impression que les usines de l'agroalimentaire sont un peu une boîte noire. On ne sait pas ce qui s'y passe. Vous êtes prêt à jouer la transparence ? Et bien sûr, on a ouvert un programme il y a 2 ans qui s'appelle Venez vérifier. Nos usines sont ouvertes aux consommateurs, aux journalistes, aux blogueurs, bien évidemment. Sur le salon de l'agriculture, on a mis en place une visite virtuelle où les gens peuvent venir aussi visiter les usines. Je pense que chaque fois qu'un industriel se fait prendre avec les doigts dans le pot de confiture parce que c'est une boîte noire, parce qu'il y a une liste de 60 ingrédients derrière le pack, ben, ça pousse les gens à douter de l'industrie. Nous, on a pris le parti opposé. Le moins d'ingrédients possible, le plus de transparence possible, c'est la seule issue pour sortir vers le haut de cette défiance aujourd'hui. Guillaume Garot, au CNA, cette question de la confiance, est-ce que c'est le fil conducteur aussi de vos travaux? Et comment est-ce qu'on recrée de la confiance? Parce que, alors que on voit bien que nos comportements alimentaires évoluent. Il y a, même le repas à la française, il est déstructuré. Il y a des controverses qui émergent aujourd'hui autour du bien-être animal, même autour même du fait de manger de la viande. Comment est-ce que vous travaillez sur ces aspects? Vous avez parfaitement raison de dire que la question de la confiance, c'est le fil rouge des travaux du Conseil national de l'alimentation. Comment on redonne de la confiance dans l'assiette ou dans les produits qu'il y a dans notre assiette. C'est comme ça qu'on travaille. Alors, autour de sujets très, très concrets et très simples finalement. Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui une alimentation favorable à la santé? Pourquoi cette question? Parce que quand on lit la presse, on allume la radio, la télé, on est bombardé en permanence d'informations parfois contradictoires, mais souvent qui nous disent « attention, vigilance, si vous mangez ça, paf, vous allez tomber malade. Si vous mangez trop de ça, ben, vous aurez le cancer assuré. » On n'ose plus rien faire. Donc la première chose à faire, c'est d'objectiver les choses. C'est pour ça qu'on se repose sur des études extrêmement argumentées, le plus solide possible, de l'ANSES par exemple, mais aussi il y a de l'INRA, bref, tous ceux qui scientifiquement peuvent nous donner des éléments les plus objectifs possibles. Et puis ensuite, l'intérêt du Conseil national de l'alimentation, c'est qu'on croise les regards, parce qu'il y a à la fois des producteurs, des industriels, mais aussi des consommateurs, mais aussi des associations, mais aussi des ONG. Et on doit être capable ensemble de produire un discours commun, des propositions partagées que nous transmettons ensuite au pouvoir public et aux ministères concernés en particulier. Vous voyez, c'est ça l'intérêt du CNA. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est au carrefour des grandes évolutions de notre société pour interpeller les pouvoirs publics et en leur dire on a besoin de ça. On a besoin d'avancer dans cette direction-là et on sent que c'est mûr pour ça aujourd'hui. Voilà l'enjeu des travaux du CNA. Est-ce qu'on a tort d'avoir peur de ce qu'il y a dans notre assiette aujourd'hui? On a raison d'être toujours vigilant et puis c'est la santé. Et puis comment ne pas l'être? Parce que quand on regarde depuis 20 ans, on a été crise sur crise. Depuis la crise de la vache folle jusqu'au problème de santé qu'on a vu avec le lait infantile pour les nourrissons. Donc c'est normal que les consommateurs, on les comprend, aient quelques craintes. Pour autant, moi je veux redire que la qualité générale de notre alimentation, aujourd'hui, elle n'a rien à voir avec ce qu'elle était il y a 50 ans. Par exemple, prenons le cas des intoxications alimentaires. Il n'y en a quasiment plus aujourd'hui, alors qu'il y a 50 ans, c'était quelque chose qu'on entendait souvent. Simplement aujourd'hui, on sent que les problématiques ont changé.
parce qu'il y a de nouvelles pathologies qui sont apparues. Il y a aussi de nouvelles réflexions qui se font jour autour de l'alimentation, ce qu'on appelle l'effet cocktail par exemple. Qu'est-ce qu'on dit sur les nanoparticules? Qu'est-ce qu'on dit sur les perturbateurs endocriniens? Tout ça, c'est nouveau. On ne se posait pas ces questions il y a 5 ans ou il y a même 10 ans, bien évidemment. Donc, il faut qu'on soit toujours au Conseil national de l'alimentation à l'écoute de tout ce qui se dit dans la société pour être non pas dans une réponse défensive, mais dans une attitude offensive. Et cette attitude offensive, ça veut dire comment aujourd'hui on prend le taureau par les cornes pour poser des actes dans les politiques publiques pour dire oui, vous pouvez manger en toute sécurité, allez-y, parce que aussi, vous parliez du repas à la française, mais c'est notre culture, le bien manger. Et donc c'est ça aussi qu'on veut défendre. Nicolas Ouzial, oui, je vous voyais réagir. Oui, parce que je ne peux qu'adhérer évidemment à vos propos. Et puis je pense qu'on doit, avec la distribution, aider le consommateur à bien se repérer dans cet univers des produits de grande consommation qui est extrêmement vaste. Il y a plus de 8000 produits dans un magasin. Comment est-ce qu'on définit les produits sur lesquels on mange mieux, sur lesquels on peut s'orienter? Comment est-ce qu'on met en avant le bio? Comment est-ce qu'on aide la demande à se développer sur le bio? Comment est-ce qu'on le rend accessible tous les jours? Voilà. On a, je pense, aussi un rôle à jouer auprès des consommateurs pour les orienter. Après ce que vous venez de dire, il y a deux choses. Un, d'abord, il y a la question du pouvoir d'achat. Parce que on pourrait toujours dire, oui, on peut manger mieux à condition de manger bio. Sauf que le bio aujourd'hui, il n'est pas à la portée de toutes les bourses. Donc la question qu'il faut se poser, c'est comment on améliore de façon générale la qualité pour tout le monde. Hein? Très important, qu'on soit dans le bio ou qu'on soit dans le conventionnel. Ça, c'est la première chose, à des prix accessibles. Et puis, la deuxième chose, c'est la question qui est pour moi fondamentale de l'éducation à l'alimentation. Et il y a une bonne alimentation. Quand je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'une alimentation favorable à la santé? C'est aussi voir quels sont les comportements que chacun adopte pour avoir une bonne alimentation et pour vivre correctement, de telle sorte qu'avec l'activité physique, le sport en particulier, eh bien, on mange sainement et on vit sainement. C'est ça qui est important et c'est aussi là-dessus que travaille aujourd'hui le CNA, le Conseil national de l'alimentation. Une alimentation de qualité, saine, c'est possible pour tout le monde et pas seulement pour une minorité? Bien sûr, je suis encore une fois tout à fait d'accord. C'est-à-dire que il y a le bio, effectivement, qui n'est pas encore à la portée de toutes les bourses. Maintenant, il faut le rendre accessible. Et puis le bio, c'est pas que le week-end non plus. Hein. On doit pouvoir en trouver régulièrement. Et puis, il y a d'autres filières de qualité. Hein. Si on parle du jambon, il y a le label rouge, il y a le sans antibiotiques, il y a le sel réduit. Enfin, il y a beaucoup d'attributs qu'on doit apporter. Moi, je ne pense pas qu'en tant qu'industriel dans la charcuterie, je ne pense pas que l'avenir, ça soit le jambon de Paris. Je pense que l'avenir, c'est celui qui sera sans OGM, sans antibio, en sel réduit, etc. C'est ça la qualité tous les jours. Dernier mot, Guillaume Garot. Oui, parce que à travers ce que vous dites, vous, industriel Fleury-Michon, on sent qu'il y a aussi partout en France des initiatives de producteurs sur les circuits courts ou sur des circuits longs aussi, qui sont sensibles aux mêmes choses et qui essayent aujourd'hui d'innover en matière alimentaire. Ça veut dire produire plus sain, produire plus simple aussi, c'est très important, et faire en sorte que la France reste la grande nation de l'excellence alimentaire. L'excellence alimentaire, merci Guillaume Garot, merci à vous. Nicolas Ouzial. Merci à vous.